Quand on médite, on ouvre le troisième œil, l'œil de la sagesse, l'œil de la conscience. Et on parle du troisième œil parce qu'il nous permet de se voir différemment. On a pris l'habitude de se voir physiquement et de se voir aussi à travers le regard de notre intellect ou le regard des autres. On se compare aux images que projette la société. Mais le silence nous invite à se voir différemment. À ne pas seulement voir notre apparence physique, mais à voir l'âme, l'être spirituel, l'être de lumière. Et tout en étant conscient d'être dans un corps physique, on dirige toute l'attention au centre du front. Ce qu'on appelle le siège de l'âme. Et c'est de là que l'âme peut animer le corps. Et si on s'est souvent dit qu'on avait une âme, se voir différemment, c'est dire qu'on est une âme et qu'on a un corps. Et se connaître comme une âme, se reconnaître comme une âme. C'est voir en soi toute la dimension spirituelle de la conscience. Et si on oublie pour quelques instants notre apparence physique, qu'on oublie notre âge, on imagine un être de lumière, comme une étincelle, comme une étoile au centre du front. Et c'est moi l'âme qui pense. C'est moi l'âme qui possède cette faculté de ressentir, cette capacité d'aimer. Et toute la personnalité est dans l'âme, qui je suis véritablement. Comme si l'âme possédait un enregistrement de tout son passé. Et l'âme s'exprime à travers le corps, à travers le regard, les paroles, les actions. Mais c'est l'âme
qui est l'être vivant. C'est l'âme qui entre dans un corps et qui un jour devra le quitter. Et cette relation entre l'âme et le corps est une des plus belles relations de la nature. Comment l'âme anime le corps. Et en me redécouvrant comme une âme, je réapprends à voir les autres comme des âmes. Je peux réapprendre à décoder l'apparence des autres et ne plus simplement voir un homme ou une femme, quelqu'un de jeune ou de vieux. Mais je peux revoir l'âme. C'est l'âme qui s'exprime. C'est l'âme qui émet une vibration, une onde. Et l'âme est l'énergie la plus puissante. Comme si la vie était concentrée dans une toute petite pointe de lumière. Une étincelle de lumière au centre du front. Et je me dis que moi, l'âme, je retrouve en moi cette paix intérieure, cette onde de paix. Cette vibration de paix. Et l'âme devient en soi une source de paix qui propage la paix. Et je peux ressentir toutes ces ondes qui émane du centre du front, comme si j'étais devenu un phare, un projecteur. Et je transmets ces ondes de paix tout autour de moi. Je peux même visualiser des êtres qui me sont chers, ma famille, mes proches. Et en voyant leur visage apparaître devant moi, je propage ces vibrations de paix, comme si je leur offrais le cadeau de la paix. Et je deviens comme la lune qui reflète la lumière du soleil. Et je connecte mon cœur, mon esprit à ce grand soleil de paix, l'océan de paix. Et comme la lune, je deviens une lumière.
Et je sens combien mes pensées deviennent profondes, emplies de paix. Chaque pensée crée une onde de paix. Et je donne cette paix au monde entier, comme la lune. Je suis une âme en paix. Bonsoir tout le monde. Wow, j'ai un coucher de lune, une douzaine de lunes face à moi maintenant. La beauté de la méditation est qu'on est très créatif et on peut faire apparaître des lunes, non plus dans le ciel, mais juste devant nous. Est-ce que vous sentez comme une lune ou comme un petit croissant, comme une pleine lune? L'âme a des capacités de vivre intensément. On peut vivre parfois des moments de détresse, d'angoisse, de souffrance, mais on peut aussi vivre des moments de plénitude. Et l'âme peut être comme un peu cette lune qui parfois disparaît complètement. Une petite ligne qui reste, qui nous fait dire qu'il y a sûrement une lune quelque part, mais elle a presque disparu. Et des fois, on est un peu comme une âme presque éteinte. Et il suffit de quelques méditations, quelques réflexions, quelques provocations pour que l'âme rallume toute cette lumière intérieure. Et je pense que ceux qui font des démarches spirituelles connaissent bien ces yo-yo de l'âme, où on traverse parfois des zones très sombres et très obscures, mais qui peuvent s'allumer juste par une pensée, juste par quelques pensées. Parfois, on a l'impression qu'on va jamais se sortir du trou, du moment un peu compliqué, une lourdeur qui accapare l'âme. Et pourtant, on lit quelque chose, on écoute une musique, on parle à quelqu'un, on s'assoit en silence, puis pouf, ça y est, c'est reparti. Puis on dit, bon, ok, je vais continuer finalement. L'âme est sur un cheminement qui n'est pas toujours facile, mais qui est très gratifiant. Et à chaque fois qu'on arrive à conquérir une zone un peu obscure de l'âme, on en sort tellement plus fort. Et on voit tellement le potentiel de l'âme. Savoir qu'on a la capacité de développer un bonheur immense. Avez-vous l'impression des fois que votre tête va exploser tellement vous avez du bonheur? Ou non, ça se contient pas mal? Vous n'avez jamais eu le sentiment que vous alliez avoir une explosion de bonheur, que vous ne savez pas jusqu'où le bonheur va pouvoir aller? Vous avez déjà le sentiment que l'amour est tellement fort que faut que vous reteniez, là, parce que vous risquez de prendre tout le monde dans les bras, puis on dit, ben là, on se calme. Qu'on pourrait dire à quelqu'un qu'on les aime, mais c'est toujours très louche. Hein? Si tu croises quelqu'un dans le métro, tu le regardes, tu sais que je t'aime. Hein? Mais c'est la première fois que vous parlez à cette personne. C'est pas bien vu de commencer une relation comme ça. En tout cas, pas dans notre société. Ça pourrait être mal interprété. Et pourtant, pourquoi on ne pourrait pas au moins émettre cette vibration? Quand la lune est pleine, ça crée des moments magiques, non? Tout le monde aime regarder la pleine lune. Puis c'est wow. Quand elle est pleine, elle a une espèce une aura spéciale autour. Puis le lendemain de la pleine lune, elle perd cette espèce de couronne de lumière. Il y a une petite an orb of light, une espèce il y a un anneau, ça, le mot cherche, un anneau de lumière autour de la lune quand elle est pleine. Les âmes, quand elles sont pleines, on leur met ça aussi. On les appelle des saints. Puis on met une petite couronne de lumière. On les appelle des anges. Alors, les moments qu'on vit en méditation peuvent être des moments comme ça. Il faut juste allumer l'âme. Et si on médite parfois et qu'on est un peu comme devant une cheminée, si vous prenez une cheminée vide,
puis vous asseyez devant la cheminée. Vous allez dire, OK, et après, combien sont restés des heures entières devant une cheminée dans laquelle il n'y a pas de feu? Hein? C'est moins le fun. Ça vous arrive de passer une soirée devant une cheminée comme ça éteinte, à regarder les cendres? Enfin, j'espère que personne ne fait ça, non? Parce que c'est vraiment... c'est mauvais signe. Par contre, si on met quelques bûches, qu'on allume, on peut passer la soirée entière, non? À lire, être devant un feu de cheminée, puis à trouver ça agréable, écouter le crépitement du bois, remettre une bûche régulièrement. Alors, c'est la même chose. En méditation, il faut trouver la petite étincelle, et puis après, il faut l'alimenter, avec des petites pensées au début, des brindilles, puis après, des plus grosses pensées. Puis après 1 heure de méditation, tu arrives avec ton tronc d'arbre, puis tu dis, regarde-moi bien, là. Tu vois, ça va me tenir occupé pour une bonne heure de méditation après. C'est comme ça qu'on médite. Ça vous inspire? On recommence la méditation. La méditation est des moments de salut. Je pense qu'on obtient le salut par ces voyages intérieurs. La méditation, pour moi, me donne accès à des consciences qui sont inaccessibles dans la matière, dans le dialogue, dans le bruit. La méditation est une porte qui s'ouvre vers un monde totalement différent, qui n'est pas visible. Il faut vraiment écouter avec la pensée, il faut écouter avec le silence. Et on découvre que l'âme émet une vibration constante. On va sous l'eau et on n'entend pas la moitié de ce qui se passe. Les baleines se parlent, on ne les entend pas, parce qu'on n'est pas équipé pour entendre le son des baleines. Pourtant, apparemment, elles causent tout le temps. Puis ça chante, puis ça se parle d'un 1000 km, je pense à peu près. Ça se propage le son d'une baleine. Puis nous, on n'entend rien du tout. On entend des bulles. Puis on dit, t'as entendu les baleines? Non, il y a des bulles. Et ça se parle. Et quand on va dans les profondeurs de la conscience, si on ouvre le troisième œil, mais peut-être là, la troisième oreille, on entend la vibration de l'âme. Ça, c'est vraiment spectaculaire. Entendre le chant du bonheur. Et c'est pas accessible juste comme ça, il faut le déclencher. C'est ça la difficulté de la méditation, c'est qu'on a un travail à faire. Il y a un exercice, il y a une concentration, il y a une discipline, il y a une pratique, il y a des points qu'il faut connaître. Tu sais, en acupuncture, j'ai jamais essayé, mais si vous essayez par vous-même de vous mettre plein d'aiguilles dans le corps, pas sûr que ça va marcher. Hein. Apparemment, il faut vraiment savoir où les mettre. Je pense que les gens qui font l'acupuncture, il y en a des acupuncteurs dans la salle, non? S'il y en a, en tout cas, les gens, je pense qu'ils étudient ça. Puis tu n'arrives pas juste à... C'est pas un jeu de fléchettes, l'acupuncture. Il faut connaître le corps, puis mettre les aiguilles aux bons endroits. Et moi, les quelques fois où j'ai été voir un acupuncteur, j'avoue que tu sors de là, tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Et j'étais très sceptique. Moi, j'y allais un peu à reculons. Et en sortant, tu sens que wow, ça a vraiment touché quelque chose. Et ça déclenche une énergie très différente. Alors, tout ça pour introduire un sujet qui n'a rien à voir, mais écoutez, c'était juste la soupe avant le plat principal. La notion d'aujourd'hui, c'est la réflexion sur l'ego et le respect de soi. Mais j'aimerais proposer un changement au titre, en fait, puisque il me paraît plus judicieux de parler d'ego et d'estime de soi. Parce que l'inverse de l'ego que j'aimerais aborder, c'est vraiment la notion, non pas de respect, qui est important, mais d'estime, qui est très différent. Et tout pour moi est relié dans la connaissance qu'on apprend dans le Raja Yoga, c'est l'image qu'on a de soi. Ça, je pense, c'est juste un thème de réflexion en méditation qui serait intéressant. Votre feu de cheminée de méditation s'appellerait l'image qu'on a de soi-même. Et si on devait se poser la question, quelle image avez-vous de vous? Quelle image se fait-on de soi? C'est un peu ça, la fameuse question « Qui suis-je » C'est un peu le petit prince qui va voir Saint-Exupéry et qui lui demande « S'il te plaît, dessine-moi un mouton. »
Mais en fait, nous, on va voir le soi, puis on dit, s'il te plaît, fais-moi une image de moi. Dis-moi qui je suis. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est ce que nous sommes. Et on a une vue très partielle de ce qu'on est. Et toute la spiritualité est une démarche dans laquelle on réapprend à se voir, à se connaître. Et on a eu une version de soi qui est très physique pendant toute notre vie. Et le cours de méditation commence par cette notion que dès notre naissance, on nous bombarde d'une image de soi qui est très physique. Tu es un garçon, tu es une fille, tu as des cheveux comme ceci, tu as telle taille, on se mesure, on se pèse, et on finit par s'identifier à notre poids et à notre taille. Quelqu'un de petite taille risque de développer peut-être un complexe un jour ou l'autre. Quelqu'un qui est très grand, on est identifié à notre taille, à notre poids, à notre apparence. Et après on vieillit, puis là ça affecte beaucoup notre image, notre religion, notre nationalité. C'est un peu ça qu'on apprend dans le cours de méditation en disant qu'au départ, toutes les associations qu'on a fait avec le mot « je » ont été très souvent de cet ordre-là. Je suis Canadien, j'ai 20 ans. Alors qu'en fait, on aurait dû dire mon corps est fabriqué au Canada, ma voiture en Suède ou en Allemagne ou au Canada ou en Amérique. Mon corps à 20 ans, c'est un 88. Mais moi, l'âme, je sais pas 20 ans. Moi, l'âme, je sais pas, homme, femme. Moi, l'âme, je sais pas, musulman, catholique, bouddhiste ou autre. Et on a malheureusement, malheureux, donc c'est un mauvais bonheur, on a malheureusement raté la définition du soi dès le départ. Et on s'est vu dans le miroir, puis on s'est dit, voilà, je suis ça. Puis, moi, quand je vais au travail, il y a un coin de rue qui est très intéressant. Il y a une immense fenêtre dans un magasin. C'est la seule fois où je vois ma voiture. Ok, là, c'est ma partie thérapeutique de la soirée où je vais me confier. Et c'est très intéressant d'arriver devant une immense vitrine, puis là, tu regardes, ah tiens, c'est à ça que j'ai de l'air dans la voiture. Puis là, ça dépend de la voiture, évidemment. Ça dépend si elle est propre aussi. Et là, tu vois toi dans la voiture. Et étant donné que c'est ce qu'on enseigne dans la méditation en disant qu'on se voit dans un corps, puis on se dit, je suis ça. Je regarde dans cette immense baie vitrée, puis souvent je rate le feu vert parce que quelqu'un klaxonne, on dit, arrête de te regarder dans le miroir. Et tu te regardes comme ça, tu te dis, ok, c'est ça que j'ai l'air dans cette voiture. Et je vais parler tout à l'heure, ça crée un certain effet secondaire, indésirable, toxique, si on s'attache à cette image, puis qu'on est content de voir ce qu'on voit. Et on a vécu toute notre jeunesse comme ça. On s'est attaché à toutes ces identités. Et on va développer ce qu'on appelle un ego. Dans l'ego, dans la philosophie de Raja Yoga, on le définit comme un attachement à une fausse identité. Et on va se rendre compte qu'on s'attache à plein de fausses identités. Alors, si par exemple, quelqu'un ne se coupe jamais les cheveux de toute sa vie, à un moment donné, ça va devenir, comment on appelle ça, son trademark, son signe personnel. Quelqu'un qui a les cheveux jusqu'aux genoux, là, imagine, tu es debout, là, puis tes cheveux touchent presque par terre. Wow! Et là, ça, c'est ton identité à un moment donné. Ça peut devenir ton identité. Et évidemment, le cauchemar de cette personne serait qu'un jour, dans son sommeil, voilà. Non, pas dans ce film d'horreur, je le souhaite à personne, mais son identité, il n'y a pas un, comment il s'appelait, Samson, à qui on a coupé les cheveux et puis il a tout perdu. Il y a une identité qui se crée même pour des petites choses comme ça. Il y a des gens qui ont toujours des chaussettes très originales. Ils s'identifient à ça. Ils sont fiers de se projeter dans cette image. Ils en ont fait une partie de leur identité. Je ne sais pas que c'est mal, c'est très bien. J'ai d'ailleurs souvent des chaussettes assez originales. Je parle de ce que je connais, de tous mes défauts. J'en parle ouvertement.
Et je me dis qu'après en avoir parlé, je vais me guérir, donc c'est thérapeutique. Mais on s'identifie à toutes ces identités. Et si on s'y attache, après on va les défendre quand elles sont mises en cause, quand elles sont menacées. Et c'est là où ça devient un ego. Et le moment où notre identité est secouée, ben là on est secoué, et là on a un ego qui s'exprime. Alors l'ego, un attachement à des fausses identités, est aussi ce qu'on a tendance à décrire comme étant une malformation du soi. Ça devient un soi atrophié, défiguré, amorphe, difforme, génétiquement transformé, puis ça donne des monstres. Bon, on exagère un petit peu, mais quand même. Et l'ego, quand il se propage, puis qu'il grossit, ça devient vraiment un monstre. Mais on va bien le maquiller, on va bien l'habiller, puis ça va paraître tout à fait normal, puisque tout le monde en a. Puis tous les monstres qui se regardent ne se trouvent pas si monstrueux que ça. N'est-ce pas? Deux dinosaures qui se croisent, ils vont pas dire à l'autre, t'es donc bien gros, toi. Non, ils sont tout à fait dans la même taille proportionnelle, ils se trouvent tous les deux très beaux. Mais si par contre un petit moineau qui passe, lui il va dire, wow, ils sont gros. Perspective. Donc si tout le monde a un gros ego, c'est normal. Et donc là, ça crée des clashs d'ego de temps en temps, mais c'est normal. Tout le monde en a, on est tout à fait normal. Donc l'ego, dans la spiritualité, va être défini comme une malformation de soi. Puis ça devient une déformation qui peut devenir, selon la taille de l'ego, assez dommageable dans notre interaction avec les autres ensuite. Alors on parle des fois d'ego à bosse et d'ego à trou. Vous connaissez la différence? Avez-vous des égos à bosse ou des égos à trou? L'ego à bosse, c'est pas comme la baleine, c'est l'ego à bosse, c'est un ego donc à bosse, tu deviens le boss, là tu te prends pour, on se pète les bretelles. L'ego à bosse, c'est l'ego qui est un enflement de la personnalité qui est vraiment exagéré. Un ego à trou, c'est le même problème, mais qui démolit la personnalité et puis qui en fait une espèce de crevasse. Et donc, de bon caractère, on finit à avoir un gros cratère. Donc, c'est vraiment un trou. Et on va voir comment il s'exprime. Les égos à bosse et les égos à trou, en fait, on a un peu les deux, selon les humeurs, selon les tendances, selon ce qui se passe. Puis chaque âme a la capacité de développer soit un ego à bosse, soit un ego à trou. On identifie des fois 4 égos à peu près, ou 4 types d'égos. Et je vais aller assez vite parce qu'on veut parler des solutions qui vont venir après. Il y a un ego qui est associé à l'aspect physique. Donc l'ego physique. L'ego physique, c'est un attachement donc à mon apparence. L'ego à bosse va avoir tendance à développer la vanité et le narcissisme. En anglais, ils appellent ça to indulge, s'abandonner au plaisir de son apparence physique. Donc l'apparence physique finit par nous avaler, nous prendre plus d'énergie que nécessaire. Et ça nous consomme. Et donc ça devient de la vanité ou du narcissisme. L'ego à trou, dans sa relation avec soi, se traduit par une dévalorisation de soi. On ne s'aime pas. On se trouve laid. On se trouve jamais assez bon. On se trouve jamais assez bien fait. On se trouve toujours trop grand, trop petit, trop ceci, trop cela. Pas assez, pas assez. Dévalorisation de soi. Et là, vous êtes en train de nous demander lequel vous avez ou... Possible que vous n'en ayez pas du tout. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas d'ego et heureusement, et on tend à devenir ça d'ailleurs. Et tout est évidemment dans toutes sortes de proportions. Il y en a qui ont des énormes égos physiques. D'autres ont juste un petit peu. Chacun est différent. L'autre ego ensuite vient de la personnalité. L'attachement à ma personnalité. Ça, il va se traduire par l'ego à bosse, de l'orgueil. Une forme d'orgueil, vraiment de prétention par rapport aux autres. L'orgueil de ma personnalité.
L'ego à trous, au contraire, va se traduire vraiment par un manque d'estime de soi. Et donc va se dévaloriser, mais au niveau personnel, donc un manque d'estime de soi. Alors que la dévalorisation de soi était plus au niveau physique. Donc l'ego associé à l'image, l'ego associé à la personnalité. Ensuite, il y a l'ego associé à la relation, ma relation envers l'autre, la position que je prends par rapport à l'autre. Et dans les relations, l'ego va avoir tendance à se transformer ensuite en une forme d'arrogance. Moi, je. Plus capacité d'écouter l'autre. L'autre dit, je vais mourir. Ah oui, moi aussi, j'ai cru que j'allais mourir. Il n'a même pas entendu ce que l'autre vient de dire. L'arrogance, prétention, arrogance, prétention. Ça, c'est vraiment l'orgueil, l'ego associé à la relation. Et l'ego à trous dans la relation se traduit par un manque de respect de soi. Donc on dérespecte, on ne se respecte pas. Pourquoi? Parce qu'on est toujours écrasé par l'autre. Les autres sont toujours meilleurs. On se compare. Donc on se respecte pas. On dit, oh non, je suis pas comme ça. Non, je suis pas capable. Manque de ça. Et finalement, le quatrième ego ensuite, c'est l'ego associé à sa position, l'orgueil de ma capacité, mes compétences, l'orgueil de ma position, mon pouvoir, mon positionnement. Et ça peut affecter, des fois, ça peut être dû aussi à ce que je possède et ce qui m'élève, donc mes possessions, mais aussi mon rôle, l'ego associé à mon rôle, la position que j'occupe et que je définis en fonction de plein de choses. Possiblement une belle voiture, une belle maison ou des choses comme ça, un bon travail, un pouvoir que je pense avoir sur les autres dans la société. Et ça développe vraiment l'ego. Ensuite, à bosse, devient vraiment cette espèce d'arrogance vraiment désagréable, tu sais, que la personne peut avoir par rapport aux autres, par rapport à son identité. Et dans le manque de cette valorisation de soi, dans l'ego de pouvoir, ça se termine toujours par un manque de courage. La personne n'a pas confiance en elle-même, la perte de confiance en soi. Donc c'est vraiment 4 types d'ego qui sont en fait assez intéressants à rechercher en soi, parce que ultimement ces 4 formes d'ego, à bosse ou à trou, vont toujours me mettre dans le trouble, dans ma relation avec les autres, dans ma relation avec moi-même, dans l'image que j'ai de moi-même, dans l'attachement que j'ai à mes identités. Et ça va toujours créer un buzz qui fait que l'ego génère cette espèce d'instabilité. Les gens qui ont de l'ego, on va souvent associer ça à des épines. Ça pique. Tu t'approches de quelqu'un qui a de l'ego, généralement, on a tendance à vouloir s'éloigner après parce que le je, le moi, le nani, le m'as-tu vu, l'arrogance, prétention, vanité, tout ça, c'est des valeurs qui sont pas agréables. Et généralement, les gens, face à quelqu'un qui a un ego, plus l'ego est gros, plus les gens vont sentir que il faut mieux que je prenne mes distances, parce que ça va me blesser à un moment donné ou à un autre. Et ceux qui ont des égos à trous siphonnent l'énergie des autres. Quelqu'un qui a un ego à trous prononcé, ben, si tu t'approches trop d'eux, au lieu de te faire piquer, là, tu vas te faire aspirer. Puis là, tu dis à un moment donné, oh non, là, il faut que j'arrête parce qu'ils sont en train de m'avaler dans leur cratère. Ça va? Tu portes bien? La pleine lune, tout le monde est en forme. Où en êtes-vous là dans votre qui suis-je? Alors, évidemment, il y a des solutions et c'est sur ça qu'on travaille dans la spiritualité. Et la raison pour laquelle j'aime bien me rappeler personnellement ces formes d'ego-là, c'est qu'en fait, ce sont ces égos qui ont tendance à me faire beaucoup de peine. C'est cet ego-là qui va m'entraîner dans une situation dont ultimement, c'est moi qui vais souffrir. Et l'ego va créer à un moment donné ou à un autre une forme de souffrance. L'arrogance, l'orgueil, la vanité, toutes ces formes de violence, jusqu'à un certain point, verbale, comportementale, d'attitude, d'intention,
vont faire en sorte que le retour de tout ça va m'isoler, va me confronter et va ultimement créer une forme de souffrance un jour ou l'autre. L'ego est un insatiable monstre qui a jamais assez dévoré de proie, il en faut toujours plus. Un ego a tendance à se gonfler davantage. Quelqu'un qui a de l'orgueil va devoir nourrir cet orgueil. Est-ce que je vous ai convaincu que ce n'était pas une bonne idée d'avoir beaucoup d'ego? Évidemment, l'inverse de l'ego, et on pense que l'être naturellement devrait venir et sort de la manufacture sans ego. Et pour nous, l'ego est quelque chose qui a été acquis. L'ego est quelque chose qui est comme une maladie qui s'est développée et qui n'est pas naturelle. Une âme, normalement, ne devrait pas avoir d'ego. Elle a développé cet ego en s'attachant à des fausses identités. Donc, la démarche spirituelle, c'est de se questionner sur quelle est ma véritable identité et est-ce que je pourrais m'attacher à ma véritable identité. Et là, ceux qui ont suivi le cours et qui viennent ici nous connaissent. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme travail? C'est de se revoir non plus comme un être physique, canadien, français, autre, mais de se voir comme un être spirituel. Et de se dire, si mon regard se porte non plus sur ce que j'ai défini comme étant le je qu'on décrit dans le passeport, dans ma bio, dans mon curriculum vitae, dans mes champs de compétences, dans mon rôle dans la société, sur ma carte d'affaires, à la maison, avec mon titre papa, maman, parce que tout ça aussi, c'est des rôles qu'on joue. Si on est capable de se dévêtir de tous ces rôles, pas parce qu'on ne va pas les jouer ensuite, mais juste pour se voir tout nu, tel qu'on est véritablement, et de se dire à quoi je ressemble quand j'ai pas ces identités. Parce qu'elles sont pas vraies, elles sont pas permanentes. Donc à quoi je ressemble quand je ne porte pas ces identités? Et quand on redécouvre l'être sans ces identités-là, on découvre que l'être a en fait une identité permanente. Et que l'âme, l'être vivant, on peut appeler ça une carotte, mais on appelle ça une âme, qui est espèce de la source de vie qui anime le corps. Donc cet être qui est dans un corps et qui en sort un jour, et les autres vont être là à observer quelqu'un qui quitte un corps, ça fait quoi? Ben, les gens disent, ah, il a quitté le corps. Ah ouais? Il est parti où? C'était qui qui a quitté le corps? Et on a cette expression, il a quitté où? Elle a quitté le corps. En faisant référence en fait à l'âme qui a quitté le corps. Alors si on arrive à voir l'âme, ben là on se demande une nouvelle question ou une nouvelle fois, quelle est l'image que j'ai de moi? Qu'est-ce que je pense être? Et si on revoit les 4 formes d'ego sous un autre œil, à ce moment-là on découvre qu'il y a une autre façon de voir son corps. Et on peut accepter que le corps est un cadeau magnifique de la nature, que c'est un privilège d'avoir un corps, que le corps est ce qui me permet de vivre, qui me permet d'apprécier, de voir les autres, de manger, de respirer, de jouer dans le monde, et de redonner cette vision qu'on a du corps dans le domaine du sacré, de redévelopper ce que les spirituels nous ont dit, les gens spirituels nous ont dit, le corps est le temple, n'est-ce pas? On nous a souvent dit ça dans les religions, dans les mouvements spirituels. Le corps est un temple. Ben oui, ben s'il est le temple, moi je suis qui? Ben moi je suis la divinité dans le temple. Et on a eu des religions qui nous ont un peu guidés pendant des millénaires à essayer de nous dire tous les jours, puis finalement 1 fois par semaine, puis finalement 2-3 fois par an, qu'on était par exemple des enfants de Dieu, qu'on était des frères et sœurs, qu'on était des êtres divins qui peut-être ont dévié de leur divinité, mais qui pourraient revenir à leur divinité. Donc l'ego associé à l'image physique, on le change pour une relation avec le corps qui rétablit la divinité et le côté sacré de la matière.
Puis de dire, ce corps, il appartient à la nature. C'est un cadeau de la nature. Puis il est vraiment bien fait. Puis il faut que j'en prenne soin parce que ça, c'est la petite voiture que j'ai vue dans la vitrine l'autre jour. Là, c'est vraiment un tas de ferraille qui est une belle invention humaine, mais qui est comme ça par rapport à la capacité du corps. Et le corps est la voiture de l'âme. Et on dit souvent l'âme est le conducteur de la voiture. Mais l'âme n'est pas la voiture. Et quand on se regarde dans le miroir, puis qu'on se voit dans une voiture ou qu'on se voit dans un corps, on devrait réapprendre à se voir comme une âme et non pas juste comme le corps. Et pratiquer un petit peu, c'est ça la méditation, pratiquer. Je suis une âme dans un corps, je suis une âme dans un corps. Ça, c'est juste une couche de mon apparence, mais ce n'est pas ce que je suis. Et on s'attache évidemment à notre corps parce que c'est le seul qu'on a, puis on est dedans depuis assez longtemps, puis on compte y rester encore un petit moment, et on s'est identifié à ça. Mais qui nous dit qu'on n'a pas eu des dizaines avant celui-là? Qu'on en aura peut-être d'autres encore après? Alors c'est comme les vêtements. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu du mal à se départir d'un vêtement? Qui l'ont gardé encore un petit peu dans le placard en disant peut-être je pourrais le donner, mais non, peut-être pas tout de suite, je vais le garder encore un peu. Puis un jour, là, il faut y aller avec violence, là. Il faut prendre le vêtement. Puis non, là, ça suffit, là. Soit on le jette, soit on le recycle, soit on le donne, mais on se départit d'un vêtement. Il y en a qui ont déjà eu ce petit dilemme? Moi, j'ai eu souvent. Et je m'écoute, on m'a remis... non, là, il ne faut pas que je raconte tous ces trucs-là. C'est enregistré en plus, c'est terrible. Bref, chacun a ses histoires. Mais ça arrive. Peut-être ton vieux vêtement, il vaut rien. Mais qu'est-ce qu'on veut difficilement jeter? C'est pas le vêtement. Pensez-y, c'est l'identité qu'on a créée en attachement à ce vêtement. Et donc, on a du mal à s'en départir. Alors, voilà, j'arrête là. J'ai plein d'exemples, mais je vais m'abstenir. Donc, le corps est juste un vêtement. Peut-être parmi bien d'autres. On ne veut pas le négliger. On le considère comme un temple. C'est sacré, il faut en prendre soin. La qualité de la nourriture, le sommeil, l'exercice, tout ce qu'on va faire à travers le corps redevient encore plus important qu'avant. Mais on n'a pas besoin d'y être attaché. On devient non plus attaché, mais on devient ce qu'on appelle un gérant. On devient un responsable. On est responsable de son corps. Et en fond, on s'en occupe comme si on était mandaté, comme si vous receviez sur Terre un diamant, puis on dit ça, là, t'en prends soin. Hein. Puis quand tu vas partir, je vais le reprendre. OK. Donc toute ta vie, il faut que tu t'occupes de ce diamant au nom de la nature. Et la nature va le reprendre à la fin. Et donc quand on quittera le monde, on redonnera le corps à la nature. Et ils disent, poussière redevient poussière. Alors l'ego par rapport au corps change beaucoup et devient une attitude de respect, de valorisation de la matière, mais dans un rapport sacré, dans un rapport de respect, de divinité. Et donc arrive la nouvelle vision de soi dans le rapport à ma personnalité, et que ma personnalité, en fait, doit refléter les plus grandes valeurs qui sont données à l'être humain. Et de redévelopper la personnalité, non pas que moi je suis bon au tennis, puis ça y est, ou que moi je parle bien, ou que moi je fais ceci, ou que j'aide beaucoup les gens, puis bon, ok, c'est bien, on a une belle palette de compétences et de qualités, mais de redévelopper l'estime de soi, axée sur mon identité spirituelle. Et que moi, l'âme, au même titre que mon corps est reçu de la nature, moi, l'âme, je suis dépositaire de valeurs exceptionnelles qui sont offertes aux êtres humains. L'amour, la pureté, la paix, le bonheur, la compassion, l'altruisme, la relation à l'autre, la bienveillance. Des valeurs, c'est pas dans une chaise. Hein. Ça pousse pas dans une table où la fleur est mignonne, mais
limité dans ses compétences spirituelles. Mais moi, l'âme, je suis la gardienne, l'âme est féminine, où je deviens le gardien de valeurs sacrées. Et c'est ça l'attachement que je veux développer dans le rapport à ma personnalité. C'est intéressant de troquer l'ego pour ça. Sinon, si troquer l'ego veut dire de tuer toute capacité de se sentir bien, c'est pas le fun. Parce que les gens ont peur des fois que d'éliminer l'ego veut dire avoir une crevaison. Tu es à plat, puis tu n'as plus le droit de dire moi, je, puis on imagine des fois que ne plus avoir d'ego, c'est être plate. Puis on dit non. C'est remplacer l'ego qui est une contagion toxique, un attachement à une fausse identité, pour un ego qui est en fait un attachement à une véritable identité, qui elle est pure, non violente, qui fera jamais de mal, qui va que m'inspirer à exprimer les plus belles choses que l'être humain puisse exprimer. Je ne sais pas comment vous réagissez, mais des fois, moi, je trouve que c'est tellement décourageant de voir le comportement humain puis de se dire, my God, on s'en sortira jamais, là. Tu sais, on s'en sortira jamais. L'autre matin, réveil très étrange. Je me réveille comme souvent tôt, je médite un peu. Bonne étape. Là, je me rends compte, tiens, il y a un message, quelqu'un a dû m'appeler pendant la nuit. Et je suis vraiment dans un super état optimiste pour la journée, l'univers et la suite de ce monde humain. Et là, je prends le message, puis ça devait être une jeune fille avec des copines, je ne sais pas trop quoi, et qui devait avoir eu une nuit étoilée, très différente de la mienne en tout cas. Et là, elle me laisse un message d'insulte vraiment vulgaire, méchant, quelle voix tu as, puis elle se moque de ma voix sur le répondeur. Elle a dû faire un mauvais numéro, ou les jeunes font ça, ils appellent n'importe quel numéro, puis ils laissent des messages comme ça. Mais vraiment un message méchant, de bas étage. Puis tu sais, t'es là le matin, il est 5 heures du matin, je dis, bon, et ça réveille, ça c'est sûr que ça... Puis au début, je dis, non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors j'écoute, après, genre, t'effaces ça et tout, mais j'ai quand même capté ce que j'aurais pas dû entendre. Des mots, puis après, tu te dis, quel genre d'âme fait ça? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Je peux bien comprendre, mais oui, c'est des jeunes et on excuse. Moi, j'ai jamais fait ça jeune. J'ai fait bien des conneries, pas ce genre-là. Pourquoi être méchant envers quelqu'un que tu connais pas? Tu sais, je me dis, puis je peux pas juger, je comprends que on est comme ça. Tu sais, c'est comme si tu disais en hiver, coudonc, il fait froid, les arbres, ça donne plus de fruits, ces arbres-là, là. C'est l'hiver, c'est normal. Mais là, tu te dis, c'est rien, je veux dire, c'est un acte mineur, là. T'amuses, laisse des messages comme ça sur les boîtes vocales des gens. Aucune conscience de ce que tu fais. Pourquoi faire des trucs comme ça? D'un autre côté, nous, on est un centre de méditation. On essaye de faire le bien. Une fois, on laisse la porte ouverte, malheureusement, un petit peu. Quelqu'un vient, vole un ordinateur, repart. Connaissait sûrement le centre, savait exactement où aller. Tu dis, moi, des fois, ça me dépasse. Je me dis, comment tu vis quand tu planifies ça? Là? Tu dis, moi, je vais rentrer chez quelqu'un, je vais voler un ordinateur, je vais le ramener à la maison, puis je vais me sentir bien. Et moi, je serais tellement paniqué. Je ne sais pas comment on peut vivre comme ça, de faire le mal. Puis là, je prends des exemples. Vous connaissez aussi bien que moi l'ampleur de l'horreur de ce que peut faire quelqu'un. Et des fois, je me demande, mais comment l'être humain peut aller dans autant de méchanceté, de mauvais. Quand je pense des fois à des gens éduqués, brillants, intelligents, qui ont des enfants à la maison, passent toute leur journée à planifier comment encourager les jeunes ados à consommer notre poison de sucre et de machin. Il faudrait mettre des machines près des écoles. Là, c'est bon, comme ça, ils vont les voir. Puis, il y en a qui pensent comme ça. Toute la journée, là. Ça planifie de faire le mal à des millions de personnes. Tu te dis, waouh, puis tu dors bien la nuit. Ça va. Alors, eux, ils ne viennent pas méditer, malheureusement, mais on les invite, évidemment, si vous nous écoutez, d'être les bienvenus.
Tout ça juste pour essayer de piquer un peu plus le danger de ne pas faire quelque chose avec notre ego. Notre ego est motivé par l'arrogance, l'orgueil, la vanité. J'ai fait la liste tout à l'heure. Ce pas des valeurs très positives. Pourquoi ne pas essayer de rechercher l'estime de soi, axée sur une vision de soi qui est le détenteur et le dépositaire des valeurs les plus nobles que la vie nous offre en tant qu'être humain. Et c'est là où la spiritualité devient tellement inspirante, de se dire, pourquoi je ne peux pas devenir le dépositaire de l'humilité, de l'amour inconditionnel, de l'entraide, de selflessness, cette capacité de ne pas être toujours nécessairement devant, mais de donner aux autres l'occasion de... Tu sais, il y a des valeurs qui sont tellement belles. Et ça, c'est l'estime de soi. Je suis une âme paisible. Je suis une âme qui aime les autres. Il faut redéfinir l'attachement à des valeurs plus fortes et oser se dire « je suis comme ça ». Et c'est un ego, mais c'est un ego pur. De dire « je suis le dépositaire des valeurs les plus nobles qui existent sur la planète », ben c'est un rôle, c'est important. Moi, j'ai des tasses de café qui appartenaient à mon arrière-grand-mère. Ben, tu fais attention, parce que c'est à l'arrière-grand-mère, tu fais attention. Il y a une valeur, parce que tu as reconnu qu'il y avait une valeur. Évidemment, c'est limité, puis c'est un attachement, puis finalement, si elle se casse, c'est pas grave. Mais pour montrer comment on peut développer une valorisation de choses qui ont de la valeur. On est rendu juste à l'ego numéro 2. Continue. L'ego relationnel. Donc, comment transformer l'ego relationnel plutôt que de le laisser s'exprimer à travers cette forme d'arrogance qui en fait est beaucoup l'égoïsme et l'égocentrisme. Dans les relations, c'est ça le problème. L'arrogance est beaucoup aussi dans tout à l'heure je disais l'arrogance, mais en fait je voulais dire dans l'ego à boss associé à la relation, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Et l'arrogance, vraiment, c'est plutôt associé à l'ego de la position, du pouvoir, de ma possession. Ça devient de l'arrogance. Mais par rapport à l'autre, c'est de l'égoïsme et l'égocentrisme. Tout tourne autour de moi. Donc, de remédier à ça, c'est de reconnaître que ma relation à l'autre, bien, basée d'abord sur la valeur du respect de l'autre, de l'humilité, de l'entraide, de la valorisation de l'autre, et de développer une nouvelle identité. Comment je suis quand je m'attache à l'idée de développer l'humilité. Et moi, je vous avoue, ça a été un des plus difficiles, une opération des plus difficiles. J'ai dû passer sur la table souvent, d'ailleurs, j'ai été opéré très très souvent pour l'ego, d'ailleurs, je dois admettre. Puis ça ne marchait pas. 8 heures d'opération. Bon, je ressortais un peu patché, là, Frankenstein. Puis dès que j'ouvrais la bouche, je me dis, ouais, finalement, il faut que je retourne voir le médecin. Puis c'est beaucoup, beaucoup d'opérations. Et dans la relation à l'autre, c'est très difficile de développer ce non-égoïsme, cette non-égocentricité, pour développer une humilité vraie, sincère, authentique. On a des modèles, heureusement. On a des modèles. J'ai des gens dans la vie que je connais qui ont vraiment cette humilité authentique et belle. Puis on les regarde et on se dit « j'aimerais ça être comme ça ». Et très sincèrement, je pourrais vous dire que pendant des années, l'humilité était un concept intellectuel que je croyais comprendre. Mais il y avait tellement de couches épaisses d'ego que l'humilité était juste un concept. Elle n'était pas sentie, elle n'était pas vraie. J'essaie de pratiquer des fois ce qu'on appelle la fausse modestie. Tu fais semblant d'être humble, mais profondément, non. Et récemment, je l'ai mentionné dans un mercredi aussi, il y avait une phrase qui disait « Quelqu'un qui est humble, vraiment humble, s'il se fait insulter, il ne se sentira pas insulté. » Ça m'a vraiment parlé, je me dis « Oh boy !»
Ok, mon test d'humilité ne passe pas. Si on m'insulte, moi je me sens insulté, mais on dit que la véritable humilité profonde, face à l'insulte, tu te sens pas insulté. Parce que tu ne te remets pas en question. Même si quelqu'un t'insulte, ça... Ok, quelqu'un me dirait tes chaussettes sont vraiment laides. Ok, ben, il y a seulement si je suis attaché à mes chaussettes que ça va me blesser. Mais si je suis totalement détaché de mes chaussettes puis qu'on me dit elles sont vraiment laides tes chaussettes, ça me fera rien du tout. Je vais peut-être me dire, t'as peut-être raison, peut-être je devrais en mettre d'autres ou ok, ben t'aimes pas mes chaussettes, ah ben c'est correct, ça me dérange pas. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais si j'ai le moindrement d'ego par rapport à mes chaussettes, compliment, ah super, je me sens encore plus conscient des chaussettes, ce qui n'est pas une bonne conscience, by the way. Il vaut mieux être conscient de l'âme ou conscient de Dieu, là, mais pas conscient des chaussettes. Ou on critique mes chaussettes, puis je me sens rabaissé. Alors, l'humilité, c'est une puissance extrême. À moins que je me trompe, si vous connaissez des gens vraiment humbles, ils sont l'antithèse de ce que je décrivais tout à l'heure. Quelqu'un d'humble, on va dire, c'est comme une fleur. Puis une fleur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre ton nez dedans, puis tu n'as pas peur qu'elle te mange le nez, non? Moi, je trouve le pouvoir d'une fleur, c'est d'être tellement belle que les gens osent mettre leur nez dedans, sans craindre pour le fait de perdre leur nez. Une fleur carnivore, tu ne mets pas ton nez dedans. Tu sais ce qu'elle va faire avec. Mais une fleur, tu mets ton nez, puis tu sens un parfum. Les gens humbles, tu n'as pas peur d'eux. Tu veux aller plus près. Tu es attiré par l'humilité des gens et tu en ressors avec un parfum. Parce qu'ils vont il y aura un compliment, il y aura une bénédiction, tu vas te sentir mieux. L'arrogance de l'autre te rabaisse. L'humilité de l'autre nous élève. Moi, c'est mon expérience de l'humilité. Tous les gens humbles que je connaisse ont tendance à me faire sentir que je suis plus grand que nature. Parce qu'ils sont humbles. Ils donnent la place à l'autre. Les autres, les arrogants, avec un gros orgueil, un égoïsme, te donnent le sentiment qu'ils veulent prendre toute la place. Égoïsme, c'est ça. Moi, je. On peut dire je pense, mais on aime dire moi, je pense. C'est souvent un signe un peu. Même moi, j'ai du mal à enlever cette expression. Grammatiquement parlant, on peut juste dire je pense. Pourquoi on dit moi, je pense? Double ego, tu sais, on veut être certain, on a bien dit. En anglais, c'est quoi? Me, myself and I. Yeah, me, myself and I. Ça, c'est... Tu sais de qui tu parles, hein? Me, myself and I, thinking. OK. Il y a un gros jeu dedans qui pense. L'humilité, c'est pas s'abaisser, s'effacer, se diminuer, se dévaloriser. Pas du tout. L'humilité, c'est une très grande puissance. Être humble fait qu'on a peur de rien. Quand tu es humble, tu n'as pas peur des idées des autres. Tu n'as pas peur de l'opinion des autres. Ça nous fera pas mal. Quand tu es arrogant, tu as peur de l'opinion des autres. Elles ne seront peut-être pas conformes aux tiennes. Humble, on n'est pas dérangé par une opinion contraire à la nôtre. Ça ne nous dérange pas. C'est quand même intéressant. Ça, c'est juste troisième ego, ego de la personnalité. Et ensuite, donc quatrième, l'ego sur notre rôle, notre possession, notre positionnement. Au lieu d'avoir de l'arrogance à ce moment-là, on développe beaucoup plus un sentiment de capacité à servir, un sentiment d'être obligé de redonner aux autres ce qu'on a atteint. Le sentiment de vouloir, c'est ça, venir en aide, d'être dans une relation dans laquelle ma position est toujours de donner à l'autre quelque chose de plus. Un sentiment de vouloir mettre les autres devant, aider les autres. Il y a ce sentiment d'altruisme qui ressort. Je sais que ça paraît un peu, intense comme concept d'estime de soi, mais ça a des visages différents. Et chacun peut trouver comment ces formes d'estime de soi, de valorisation de soi, de respect de soi, de confiance en soi,
comment est-ce que ces formes-là de qualité s'appliquent sur moi et deviennent mon visage? Et je ne dis pas qu'on doit tous devenir des êtres où on devient se dédier, hein, des missionnaires, voilà le mot, merci, ouais, des missionnaires. C'est pas on doit tous devenir, allez, on renonce à tout, puis on va servir le monde, et puis non, c'est pas ça. C'est juste dans cette capacité de s'attacher à une autre identité, de trouver une identité qui nous inspire, et je vous mets au défi de réfléchir à ça. Et je pense que chacun, si on y réfléchit, on va découvrir qu'en fait, ces identités-là, ce sont celles qui profondément sont celles auxquelles on aspire depuis toujours. Quand vous regardez des films, pratiquement, pour moi, ça applique pour d'autres, tant mieux, il y a des personnages qui viennent me chercher beaucoup plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont des qualités auxquelles j'aspire. Et on a envie d'être comme ça. On aime les méchants, etc., pour le bien du film. Mais pour s'identifier à soi, on va avoir tendance à regarder certaines personnalités, puis ça, je pense qu'il y a quelque chose. Des fois, on n'est pas conscient, mais on est touché par la personnalité de l'autre à cause de ça. Et je pense qu'en nous, on a tous ces espèces de petits princes et ces personnages qui vivent en nous, qui veulent exprimer la plus belle image de l'humanité. On n'ose plus y croire. Ça paraît comme un mythe, comme une licorne, comme un ange, des concepts auxquels on n'ose plus croire. Pourtant, s'identifier à un ange, en retraduisant qu'est-ce que ça veut dire, ben, je pense qu'on veut tous davantage s'identifier à un ange plutôt qu'à un démon, non? C'est moins intéressant. Ben, il y en a qui aiment peut-être plus le démon, mais je pense pas qu'on veuille aller voir ses enfants le soir puis dire « Papa est un démon, hein? » Non. On préfère le papa tout gentil, bien sympathique, qui s'occupe, non? C'est quoi l'image qu'on veut développer? Et redévelopper une attention, un attachement, une attirance envers une image qui reflète la grandeur de l'âme, devient l'estime de soi. Et il n'y a rien de mal à s'attacher à ça. Quelqu'un qui peut dire, par exemple, moi je suis un enfant de Dieu, ça peut paraître catho, ça peut paraître religieux, mais si on le reformule à sa façon, ça peut paraître très inspirant. Et quand on pense à Jésus, qui était quand même une figure fascinante dans l'histoire, et qu'on a dit c'est le Fils de Dieu, ça paraît bien quand même sur une carte d'affaires. Tu sais, qui es-tu? Moi, je suis le Fils de Dieu. Ah ouais, waouh! C'est quand même, c'est pas anodin, quoi. Il y a pas. Alors évidemment, ça peut devenir un peu arrogant selon comment on le dit et comment on veut abuser de ce titre-là. Mais si on le traduit différemment, puis qu'on se dit que la vie est une source de beauté, et moi je suis le reflet de la vie, ben, c'est une identité qui est très belle, qui est très valorisante, et qui est très nourrissante pour l'estime de soi. Et au début, on va la rejeter parce qu'on va dire « Ben non, c'est pas vrai, je suis pas ça ». Pourquoi on n'y croit pas? Parce qu'on est attaché à nos vieilles identités. Ben, je suis un être ordinaire, tu sais, j'ai juste un petit job, je fais juste tant par année, ma voiture est toute rouillée, puis écoute, j'ai mal partout, puis on va mourir un jour, comme tout le monde, puis personne n'est parfait. Puis voilà, on a réglé la question, je suis un nul. Ok, ben non, on n'est pas des nuls. On est beaucoup plus. Mais on a perdu l'identité de la divinité. Et de dire, moi je suis un ange. Moi je suis un être exceptionnel. Moi en fait, je vais révéler le fait que je suis un être qui est capable de faire une différence dans la vie des gens. Pas parce que je suis... Non, parce qu'au contraire, je suis humble, je suis bienveillant, je suis amour, je suis paix. J'ai rien d'autre à faire. Et si je suis simplement dans ma pureté, les autres vont en bénéficier. Je n'ai pas essayé d'aider quelqu'un. Ma bonté va aider naturellement. Je n'ai pas à faire d'efforts. Ça va ou j'arrête là? Attends, on va te donner le micro parce que tu te souviens quand les gens sont en ligne,
Pierre-Olivier est généralement sans corps quand il est ici. Et il est dans les ordinateurs, il est en ligne. Bon, voilà, pour une fois, micro. Il est dans son corps, dans la salle. Dans la définition des 4 types d'ego, advenant quand tu es dans une situation que tu es constamment, pas en confrontation, mais je veux dire, sous l'emprise de justement le côté arrogant que tu expliquais, que c'est constamment comme l'arrogance ou tout le côté très prenant d'une personne égoïste qui déverse dessus. Comment tu peux vivre... Donc, quand toi, tu es victime, en fait, de l'ego de l'autre. Oui, en étant victime. Comment arriver à vivre ton potentiel dans cette situation-là? L'ego, on dit souvent, quand on le ressent de l'autre, il pointe du doigt mon propre ego. Okay. Et ça, je le dis en toute humilité, là, je le vis constamment parce qu'on est sensible au fait que les gens qui ont un ego agressif, donc à bosse, viennent me chercher. Et pourquoi ça vient me chercher? En fait, c'est parce que on a peur de répondre avec la même force. On a peur de sortir nos armes qu'on voit qui sont pas bonnes. On a peur de faire la même chose. Puis des fois, on se retient pas, puis quelqu'un nous dit un mot, puis on répond avec la même œil pour œil, dent pour dent. Puis on se dit, flûte, j'aurais pas dû dire ça. On a tous le potentiel d'avoir l'ego qu'on voit chez l'autre. Alors, l'approche, c'est de se dire, t'es génial, c'est super, c'est exactement la situation dans laquelle il faut que je sois. Parce que j'avais invoqué en fait un professeur qui vient de m'enseigner comment devenir le plus humble de tous les missionnaires d'une douceur infinie. Et là, j'ai trouvé mon professeur. Merci la vie, tu m'as donné mon professeur. Continue à me fesser, c'est bon, j'adore ça. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Parce que si je ne fais pas la promotion du masochisme et de règles de comportement inacceptables qu'on tolère, c'est pas ça du tout. Mais des fois, c'est juste des questions d'ego, c'est une question de personnalité. Si ça se traduit par abus, agression verbale, physique, évidemment que là, on doit réagir avec des normes, de s'éloigner, dénoncer. Il y a des mécanismes qu'il faut évidemment utiliser. Mais si on parle juste d'une question de personnalité, qui nous brasse un peu, puis qui nous remet en question, parce que bon, légalement, il n'a rien fait de mal, ou elle n'a rien fait de mal. Professionnellement, c'est dans les normes, malheureusement. Là, on est dans le bon scénario. J'ai trouvé mon professeur idéal. Et moi, maintenant, je dois trouver comment, à travers l'humilité, à travers le respect de soi, à travers l'estime de soi, à travers ma capacité de percer à travers l'ego de l'autre pour voir qu'est-ce qui est derrière son ego. Et derrière chaque monstre, il y a un petit enfant abîmé, meurtri, qui souffre, qui a trouvé la seule façon de se protéger, qui était de se développer une carapace énorme, violente, agressive, pour cacher le fait que si tu enlèves ça, tu trouves quelqu'un de très abîmé. Et si j'arrive à trouver ça dans l'autre, percer la carapace, l'illusion de l'ego, à ce moment-là, je développe envers l'autre non plus un regard de jugement, et qu'est-ce qui m'énerve, son ego, puis tu as vu, qu'est-ce qu'il va dire, cardon, égodon, il m'énerve, tu vois plus ça. Tu commences à avoir pitié, tu commences à avoir la compassion, tu commences à être capable de recevoir ce que l'autre émane, mais ça t'atteint plus parce que tu essayes d'aller rejoindre le petit enfant abîmé à l'intérieur. Et donc, on trouve des façons après de devenir copain avec les gros égos et d'avoir une telle estime de soi qu'on est à l'épreuve des épines, de développer une capacité à aimer quelqu'un qui a un gros égo. Puis les gens vont te dire, vous n'êtes pas un match du tout naturel, c'est bizarre que tu t'entendes bien avec lui ou avec elle. On réapprivoise ces monstres-là, puis tout monstre a le potentiel de devenir un personne de compagnie finalement assez acceptable. Mais ça demande une gymnastique énorme. Si on sent qu'on n'est pas capable de le faire, il faut s'éloigner. Il ne faut pas rester bombardé par ses égos au point où ça nous démolisse puis ça nous fasse mal.
Donc, il y a un moment donné où on peut, et c'est même recommandé des fois, de tout à fait s'éloigner, prendre ses distances et ne plus se confronter à ça. Mais si on n'a pas le choix des fois, ou si on décide que pour des raisons professionnelles, familiales, des fois on peut juste être confronté à, tu sais, si c'est un parent, si c'est un beau-père, une belle-mère, tu sais, quelqu'un de proche dans la famille, des fois tu peux pas juste dire, ok, moi je coupe les ponts. Tu peux, des fois il faut, mais autant que possible on va essayer de développer une relation, changer la relation. Et honnêtement, la capacité qu'on a comme individu à influencer même les pires monstres, et j'utilise ce mot-là gentiment là, pour l'image, personne n'est un monstre évidemment, mais si j'ai la capacité de changer une personne arrogante au point où elle finisse par me respecter, ben là j'ai fait preuve d'une estime de soi qui en fait dans les, on les appelle les marches de soi, là, la forme ultime c'est la dignité de soi. Et pour moi, les leçons qu'on apprend à travers ça, c'est la notion de dignité de soi. La dignité de soi, c'est l'accomplissement de toutes les étapes qui passent de la connaissance, l'acceptation, la confiance, le respect, l'amour, l'estime, la souveraineté de soi et la dignité de soi. C'est vraiment toute une étape qui est là. C'est comme on ne croit pas à son image. On ne croit pas qu'il y a une autre. On croit qu'il y a une personne à la Oui, c'est ça. Tu arrives à reconnaître dans l'autre autre chose. On est conscient, par contre, qu'il faut faire attention. C'est qu'on est conscient que l'ego peut faire beaucoup de mal, donc on est prudent. Mais on peut développer une relation. Moi, honnêtement, j'ai des cas très, très concrets. Et ça se traduisait souvent par... je fais attention parce que... donner aucun indice. Enregistrement dangereux. Mais ça se traduisait souvent par un rapport que j'établissais avec l'autre, qui faisait en sorte que l'autre, des fois, quand il prononçait ou qu'elle prononçait quelque chose de négatif, se retournait vers moi et disait « Oh, je m'excuse », comme si j'étais un curé, tu sais. Puis je disais « Non, ben là, je suis pas un curé, là, tu peux... » Mais les gens n'osaient même plus, des fois, exercer une violence verbale. Et j'ai jamais dit à la personne « T'as pas le droit de parler comme ça ». Mais tout à coup, elle sentait que, il y a une zone... Tu sais, les gens vont être arrogants, mais peut-être ridicule ce que je suis en train de dire. Mais si une religieuse vient, toute gentille, leur arrogance va baisser un petit peu. Non? Je pense que c'est ça. Et donc, non pas qu'on doit tous devenir religieuses, mais que notre vibration de pureté soit telle que l'autre se sente moins... capable d'exercer son arrogance. Et ça, on peut le vivre. La raison pour laquelle les autres vont accentuer leur arrogance, ils sentent qu'ils ont un terrain fertile. Les machos contre des machos, ben, ça fait des combats de coq. Et un coq aime savoir qu'il y a un coq devant lui, potentiellement capable de rentrer dans une bagarre parce qu'ils aiment ça. Puis ils veulent finir avec les plumes, j'ai gagné. Ils veulent la couronne, ils veulent la médaille, ils veulent le trophée. Puis ils aiment ça. T'sais. Puis ils peuvent détruire un autre coq. C'est tant mieux, j'en ai détruit un autre. Il y en a, ils vivent comme ça. Alors, quand tu le sais, ben, tu arrives comme un petit ange. Il va dire, oh, ben, il n'y a pas de combat de coq à faire ici. Puis là, ils vont peut-être voir ça autrement. Mais la ruse, la ruse. Le petit prince, il a appris l'amour à travers la ruse d'un renard. C'est un renard qui est venu lui apprendre, non? Tu vas pas me prendre pour une peluche, là. Je suis pas une peluche. Tu vas développer une belle relation. On va s'apprivoiser. Ça va prendre du temps. Tiens, tu peux lui passer le micro. Question, puis j'ai aussi une allégation. Tu me diras si je suis un petit peu dans la game ici, là. Est-ce que, quand on devient conscient de notre ego, mettons, on fait de la méditation, on devient plus conscient de notre ego, c'est pas justement une façon de devenir plus conscient de l'ego des autres puis d'avoir un petit peu plus de compassion pour l'ego des autres? Absolument. Ça, c'est vrai qu'une fois qu'on se voit tout crotter, puis tu vois les autres crotter, tu dis « Ah ouais, ben écoute, on est pareil, tu juges beaucoup moins l'autre. » C'est ça, on commence à avoir un petit peu plus beaucoup moins de compassion pour soi, pour fait. notre ego, puis à ce moment-là, ça fait. Absolument. Quand tu te rends compte que les autres
tu exprimes quelque chose qu'on exprime soi-même et dont on n'était pas conscient, tu en veux beaucoup moins aux autres. Tu sais, avant, pareil pour le jugement. Des fois, moi, j'ai tendance à réagir quand quelqu'un a un jugement. Je dis, ben voyons, c'est du jugement. Puis après, je me tais. Je dis, Eric, t'es pareil. Tu sais, j'avais beaucoup de jugement. Ben... Tout à fait. L'autre de nos questions, en fait, c'est est-ce que l'ego est toujours lié à des émotions? Non, parce que l'ego peut être, j'en ai pas parlé, mais il y a des égos plus intellectuels que d'autres. Okay. Et des égos qui vont créer, l'ego va créer une émotion. Mais l'ego, vu que c'est une distorsion de la façon dont je me vois, parfois ce ne sera pas au contraire. Il y a des gens qui vont justement éviter le côté émotif associé à l'ego pour ne pas se sentir coupable de leur ego. Ils vont se déconnecter émotivement de leur ego. Et ça, c'est les pires. Parce qu'ils n'ont pas de culpabilité, ils n'ont aucune conscience de l'impact. Et tu vas voir ces gens-là qui ont de l'ego, tu leur dis, écoute, tu leur dis pas ça comme ça, mais tu vas dire, ce que tu m'as dit hier, ça m'a beaucoup blessé. Puis en eux, là, c'est comme le bloc de glace, ça ne change rien du tout. Ceux qui au moins ont une certaine sensibilité préservée malgré leur ego, quand tu leur dis, tu sais ce que tu m'as dit hier, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a blessé, on dit, ah, ok, là, ils peuvent tout à coup se remettre en question, puis s'excuser, etc., etc. Mais il y en a qui ne vont même pas s'excuser. Puis ils sentent que ce qu'ils ont fait, c'était absolument correct. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, tu sais, ce que tu dis, c'était vraiment insolent, c'était blessant. Puis la personne m'a regardé du genre, mais je sais même pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est comme, wouhou! Et là, je m'étais dit, wow, ok, là, il n'y avait pas d'émotion du tout, du tout, du tout. Alors, l'émotion est causée par l'ego normalement, mais je pense qu'il y en a qui sont insensibles à ça au point où ils vont se protéger leur ego en déconnectant leur émotion. C'est les pires. Allez. Désolé, on déborde un petit peu. Non, mais c'est ma faute. C'est dans l'ego relationnel. Mm-hmm. Comment faut-il se comporter quand tu es en face d'un ego à boss, là, comme tu dis, qui a du pouvoir sur toi, okay, et toi, tu peux pas vraiment là, t'écarter de cette personne. Comment vivre ça? Ben, c'est ça, il faut changer l'image que j'ai de moi. Donc, on sait qu'on est abîmé ou qu'on est influencé ou on sait qu'on est affecté, c'est le mot que je cherche, on est affecté par l'ego à base de l'autre. Donc, il faut se demander qu'est-ce que je peux renforcer en moi, parce que je ne vais pas réparer l'autre. Tu auras beau lui dire qu'il y a un gros ego à boss, ça ne va rien changer. Et si je suis obligé de rester en rapport avec l'autre, puis que, comme je le dis, on n'est pas dans le domaine criminel et autres, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux renforcer en moi pour ne plus être affecté par l'ego de l'autre? Et la seule chose qu'on doit redévelopper, c'est cette forme de dignité de soi, cette forme d'estime de soi. C'est pour ça que le sujet ce soir, pour moi, c'est plus ego et estime de soi, plutôt qu'ego et respect de soi. Et je dois redévelopper où est mon estime de soi. Et l'estime de soi, ce n'est pas à un niveau, je dirais, humanitaire. C'est pas un niveau, ok, j'ai une bonne estime de moi, je suis correct, je me sens bien avec qui je suis. Je parle d'une estime de soi spirituelle. D'aller redévelopper quels sont les titres que je peux me donner qui vont élever l'estime que j'ai pour moi-même. Des titres comme je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les autres. Je suis quelqu'un qui est capable de tolérer le mal des autres parce que en fait j'essaye de faire le bien aux autres. De se trouver des nouvelles formules qui font que ton regard sur toi-même devienne un regard qui m'élève. Et si on a cette dynamique-là, l'autre peut bien aboyer tant qu'il veut. On va juste se dire, ça c'est un chien qui aboie, qu'est-ce que tu veux? C'est un chien qui aboie. Il doit être très malheureux parce qu'il aboie. Non, mais tu peux avoir une autre vision qui va faire en sorte que tu as vraiment de la pitié pour le chien qui aboie. Tu sais, moi, dans les avions, j'admets, là, il y a des années de ça, là,
Je supportais pas les bébés qui pleuraient. Je trouvais ça mais désagréable, puis j'avais zéro tolérance. Parce que j'ai pas d'enfant, puis je sais pas ce que c'est, puis il me dit, ben voyons. Puis c'était toujours ma hantise de trouver un siège, puis je me disais, faut pas qu'il y ait de bébé. Et le fait que tu te dises, je veux un siège où il n'y a pas de bébé, tu sais ce que tu es en train d'attirer, là. Tu attires gros comme une maison. Le fait que le siège à côté de toi est libre, puis juste avant de décoller, le dernier passager à rentrer est une maman avec son bébé qui pleure, qui a les dents qui poussent. Puis tu te dis, ça, j'ai eu la totale. Mais tu voulais tellement pas qu'on l'a invoqué. Et bon, c'est un petit truc, mais honnêtement, à un moment donné, je me disais, OK, c'est pas très spirituel, blablabla. Comment je peux tolérer un bébé qui hurle? Ben, il faut que tu tues ton égoïsme. La seule raison pour laquelle je ne supporte pas un bébé qui pleure, c'est parce que c'est mon égoïsme qui veut mon petit siège d'avion tout tranquille, bien. Venez pas déranger mon univers, c'est moi, me, myself and I. Puis je veux que mon me, myself and I soit parfait. Puis j'avais identifié le fait que ce qui casse la perfection, c'est le bébé qui pleure. Ça, là. Alors le jour où j'ai décidé que finalement j'ai vu mon égoïsme, j'entendais plus le bébé qui pleurait. J'entendais mon égoïsme. Et là, je me suis dit, ça, c'est pas beau, ça. C'est plus laid, l'égoïsme est plus laid que le bébé qui pleure. Et c'est ça qu'il faut que je règle. Et donc, le chien qui aboie, il est énervant. Mais ce qui est pire que le chien qui aboie, c'est mon intolérance au chien qui aboie. Parce que ça, c'est basé sur mon égoïsme aussi. Et peut-être que si je règle ça intérieurement, OK, c'est pas, je dirais pas que ça va être agréable. Je veux pas dire au chien qui aboie, peux-tu continuer, c'est le fun, plus fort, allez, plus fort. Non, c'est sûr qu'il est agressant, mais je serai moins affecté. Et je vais avoir tendance à recentrer mon énergie, non plus sur le chien qui aboie, mais sur moi, en me disant, pourquoi ça me dérange? Ce qui me dérange, c'est mon égoïsme. Si je change ça, et que je deviens un peu plus altruiste, ben je vais voir derrière la carapace du chien qui boit un chien qui est malheureux. Puis je vais peut-être essayer de trouver une façon de dire, hey, je peux-tu faire quelque chose? Au lieu de dire, yaboie, 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 je peux-tu lui donner un ananas? Je peux-tu lui donner un jouet? Je peux-tu jouer avec lui? Changer mon rapport avec le monstre. Ou bien juste avouer que j'ai de l'impuissance dans la situation. Je peux aussi avouer que j'ai de l'impuissance, ouais. Si j'en souffre pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que ton égoïsme est affecté, c'est que c'est ton esprit, que tu souhaites être calme, qui est affecté, c'est en réalité, c'est ça? Oui, puis aussi la vision. Moi, j'aurais la vision, par exemple, devant des choses comme ça, de me dire, est-ce que je me vois, mon titre, est-ce que mon titre est véritablement, je suis un copain de la lumière de la vie, puis mon rôle, c'est d'aider l'autre. Et si je me donne cette mission, je regarde l'autre différemment, tu vois. Je donnais cet exemple hier soir. Si quelqu'un arrive, ça pisse le sang, puis il tient sa jambe dans la main, je pourrais partir en courant et dire, hey, t'es donc ben épouvantable, comment t'oses venir chez moi comme ça avec tout le sang qui coule? Mais ça veut dire que j'ai jamais compris que j'étais médecin, quoi. Si je suis médecin, puis que la même situation arrive, je vais dire, hey, pauvre toi, hey, attends, je vais t'aider, là. Donc, si moi, j'ai identifié, quand je te disais tout à l'heure, de trouver un titre spirituel qui vient m'élever, si je me dis que je suis un médecin spirituel, puis que mon rôle, c'est aussi d'aider les autres. Je sais que c'est demandant, c'est sûr, c'est demandant. Mais on est dans un lieu où on est une université pour apprendre à développer des consciences plus élevées. Le jour où j'adopte une conscience plus élevée, face à cette négativité-là, je réagis différemment. Et non seulement je la tolère ou je me trouve moins puissant. Et je me dis non, j'ai une capacité d'influencer l'autre. Là, c'est le plus tard, j'ai jamais été... Mais je ne me demanderai pas s'il y a d'autres questions. Ah, Lynn, tu as une question. Oh, ça tombe bien, Lynn. Ah oui, en ligne, peut-être aussi, en ligne. Je vais juste voir s'il y a peut-être une question en ligne, mais j'ai peur qu'on déborde beaucoup de notre temps. Alors, de Marina, la question, est-ce que le moi, je, comme tu disais tantôt, est toujours lié à un ego à boss ou il peut devenir un moi, je bon si on développe un ego pur, humble? Absolument, tout à fait. D'ailleurs, on n'a pas le choix que de dire « moi, l'âme ».
je suis un être de paix. Moi, l'âme, je suis bienveillant. Moi, l'âme, je suis l'expression de l'amour. On purifie le je. En français, j'aime beaucoup le jeu de mots avec le je, qui est un jeu et un GEU aussi, un GEX, le jeu qu'on va jouer, ou les jeux qu'on va jouer. Et donc, quel jeu je joue détermine comment j'utilise le je, JE. Donc, je suis un ange, je suis une âme bienveillante. On purifie le je. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du je, du moi, mais il faut être certain de trouver une façon de l'exploiter pour qu'il éveille en moi ce qui est, comme je disais tout à l'heure, par rapport au corps, c'est le temps, par rapport à la personnalité. Je suis dépositaire des valeurs les plus nobles que la vie nous offre. Dans les relations, je suis dépositaire des échanges les plus nobles qu'on puisse créer entre les êtres humains, le respect, je vois mes frères, je vois mes sœurs. Et dans ma position, je développe un certain sens d'être gérant de biens que je mets à la disposition des autres. Je veux dire, ça, c'est des jeux, JE, très, très élevés, je pense, qu'on peut utiliser. Moi, j'ai essayé pendant longtemps de jamais utiliser le mot « jeu », ça ne marche pas. C'est très, très compliqué. Les gens ne comprennent rien quand tu parles. On parlait à la troisième personne. Je dis beaucoup « nous », moi, d'ailleurs. Je m'inclus beaucoup dans le « nous ». C'est-à-dire brièvement, peut-être? Pas trop long? Non, je voudrais dire que l'être humain, des fois, absorbe la partie négative, que si on le fait faux. Que si on le fait faux. Par exemple, l'égoïsme. La méchanceté a beaucoup de défauts aussi. Mais dans la mesure qu'on réfléchit de façon positive, j'ai créé une formule que c'est positif plus positif égale positif. Alors, que ça veut dire qu'on doit travailler la pensée positive. Et si on travaille la pensée positive, on est en train de créer à l'intérieur un ange de perfection. Et cette perfection, quand parle de façon agréable pour aider les autres, pour créer une ambiance d'amour de toutes les belles qualités. Et c'est écrit à l'extérieur. Merci. Belle formule. Positif plus positif. Alors, toutes mes excuses pour la... Mais je suis parti, on en a profité. Mais c'est des gros sujets. Hein. La semaine dernière, on avait eu l'amour qui était un gros sujet. Ce soir, la notion de l'ego. Mais j'espère que ça donne des outils, que ça vous donne des pistes de réflexion. Je prétends jamais avoir la vérité absolue, absolument pas, mais plus l'intérêt de réfléchir à ces sujets-là en espérant que si on développe plus de pensées positives par rapport à soi, on peut s'enlever ces épines de l'âme, parce que l'ego, c'est ça, c'est des épines qui piquent. Alors, merci de votre patience et on prend juste 10 secondes de méditation avant de vous laisser. Bonne soirée. Aussi, si jamais il y en a qui ont des amis ou qui ont des jeunes enfants, vous connaissez des gens qui ont des jeunes enfants, samedi, on a un atelier qui animera Pierre-Olivier d'ailleurs avec des collègues du centre. Et c'est les 6 à 12 ans, c'est ça? 6 à 11 ans, oui.
Alors, s'il y en a qui veulent amener les jeunes, ça va être un super atelier et ils vont faire toutes sortes d'activités. Et ne venez pas déguisé avec une petite... on va vous reconnaître. Si vous essayez de vous faire passer pour un 6 à 12 ans, je risque de vous reconnaître. Hein? Oui, c'est ça. On risque de vous reconnaître.